Bonjour à tous, vous nous rejoignez pour l'atelier Quel bilan des mesures Covid prises pour les créateurs et quelles perspectives? Je me présente, je suis Frédéric Guibert, directeur de la création et de l'entrepreneuriat pour BPI France et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Valérie Capdepont de BGE, Laure Cossiera-Couster de l'ADI, Marlène Fargue de France Active, Guy Gourovitch de France Angel, Romain Michel de Réseau Entreprendre, Grégory Retz d'Initiative Lille Métropole Sud et Philippe Mutrécy de BPI France. Je vous propose de faire d'abord un rapide bilan sur les mesures qu'on a pu prendre au niveau des réseaux et après nous irons sur des perspectives, aussi sur une question qu'on vous posera via Klaxoon. Donc je vous propose aussi de vous connecter en même temps que vous nous écoutez à la page klaxoon.com de manière à pouvoir mettre le code que vous voyez s'afficher maintenant et qui vous permettra tout à l'heure de pouvoir répondre à la question qu'on vous posera. Voilà, très rapidement, pendant que vous prenez le code, je fais un rapide bilan au niveau de BPI France et de manière très synthétique. Finalement, pour les mesures qu'on a pu prendre dans les premiers instants de la crise du Covid, si je devais en retenir trois majeures, il y a déjà eu la mise en place effectivement des garanties que nous avons pu mettre en place sur des PGE, qui ont permis quand même d'accompagner un certain nombre d'entreprises via les banques, mais qui ont été effectivement garanties par une garantie qu'on a mis en place. Je dirais aussi la possibilité de pouvoir créer des différés de remboursement sur les prêts d'honneur qui étaient octroyés aux différents créateurs grâce à vous, grâce au réseau et aussi du coup aussi grâce au fait de pouvoir différer les garanties qu'on a pu mettre derrière ces différents prêts. Et enfin, toute la partie qui était très intéressante et plutôt bien suivie de production d'articles que nous avons pu opérer et de webinaires que nous avions mis en place via BPI France extension.fr et qui a permis de pouvoir informer, accompagner un certain nombre de créateurs dans les questions qui pouvaient se poser dans ces premiers moments de crise Covid et premiers confinements. Je vous propose de passer la main maintenant à Valérie de BGE pour qu'elle puisse nous faire un rapide bilan des premières mesures prises dans le cadre du Covid. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, on a programmé donc de vous présenter chacun très rapidement une des actions qu'on avait pu mettre en place pendant la période, parce qu'il y en aurait beaucoup. Donc, on a fait un effort de concision. Moi, je voulais vous parler très rapidement de l'offre Objectif Relance qui a été déployée par le réseau BGE de mars à juin 2020. C'est une offre qui a été fabriquée en partenariat avec l'AGFIS, qui est le Fonds d'assurance formation du commerce, de l'industrie et des services. C'est une offre qui concerne les entrepreneurs en activité, quelle que soit l'ancienneté de leur entreprise, parce que dès l'annonce du confinement, nous avons réfléchi à la manière d'apporter un appui à ces dirigeants de TPE. Et donc, on a souhaité leur faire une promesse, c'est de les aider à maintenir leur activité pendant la période de confinement, mais aussi d'anticiper le redémarrage, tout en essayant aussi de rompre leur isolement. Donc, les questions soulevées, c'était comment on anticipe et on intègre les impacts de la crise sur leur entreprise. Je ne sais pas si vous m'écoutez, vous m'entendez toujours. Comment anticiper l'évolution et intégrer les impacts de la crise sur leur entreprise et comment on adapte l'offre de services et comment on arrive à retrouver la relation client avec un enjeu fort pour les entreprises à ce moment-là qui était de créer et de maintenir la relation client pendant la période de confinement. Donc, le format de cette offre, c'est une action de formation à distance, 100% distanciel, bien sûr, vu le contexte. On regroupait, on constituait des petits groupes d'entrepreneurs, 4-5 entrepreneurs avec qui on tentait de résoudre et d'inventer ensemble des solutions pour leur entreprise. L'action de formation se déroulait sur 16 heures, sur 4 semaines, et elle alternait en fait des sessions de formation collective, d'ateliers de travail collectif, d'accompagnement individuel, et puis également de travail tutoré entre les séances entre les regroupements, pardon. Très rapidement, on a tiré 3 leçons de cette expérience. La première leçon, c'est que le format conjugaison de petits groupes et distanciel est absolument plébiscité par les entrepreneurs. Le second enseignement, c'est que la capacité du financeur de la formation à mettre en œuvre un process dédié avec un délai de réponse sur la prise en charge de la formation très court est également plébiscité, donc une action record aussi pour faire la demande de prise en charge et pour rentrer en formation. Ça détermine considérablement la mise en mouvement aussi des entrepreneurs. Et puis le troisième point, sur le fond, on a des résultats qui sont très positifs. 89% des entrepreneurs ont trouvé des solutions à court terme par rapport à leur activité. 95% d'entre eux jugent avoir trouvé des solutions par rapport à la relance, aux pistes de relance, en limitant la baisse du chiffre d'affaires, en maintenant leur relation client,
en développant aussi la maîtrise de nouveaux outils. Donc, et un des motifs de satisfaction très fort que l'on retient, c'est que ces solutions, elles n'étaient pas loin pour eux. Mais ils disent tous qu'ils n'auraient pas été capables de les trouver seuls si on n'avait pas effectivement pu être à leur côté à ce moment-là. Voilà pour cette première présentation. Merci Valérie. Je vous propose de continuer avec Grégory d'Initiative France, enfin d'Initiative Lille Métropole Sud. Oui, mais je vais vous parler d'Initiative France au sens large. Nous, la première chose qu'on a faite, c'est d'écouter effectivement les entrepreneurs au travers d'une enquête qui a été faite pendant le premier confinement, enquête sur laquelle il y a eu plus de 9000 répondants. Ce qui était intéressant de noter, c'est que 60% des entrepreneurs qui ont répondu étaient plutôt optimistes malgré la période de Covid. Par contre, ils nous ont tous annoncé, pour 66% d'entre eux, qu'ils avaient des tensions de trésorerie et des besoins. Et donc, le réseau Initiative a développé plusieurs formes d'intervention, que ce soit des formes d'urgence, des formes au travers de la relance, sous forme de prêts d'honneur, de subventions, d'avances remboursables. Et donc, un gros déploiement, que ce soit sur des fonds locaux, sur des fonds régionaux, des fonds d'accompagnement financier des entrepreneurs. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, au 30 septembre, on a déployé plus de 7000 aides sur tout le territoire national. Et donc, l'un des enjeux de cette aide, au-delà du financement, comme d'habitude au niveau du réseau Initiative, c'est de coupler de l'accompagnement et du financement. Donc, au travers de nos équipes salariées, de nos bénévoles et de nos partenaires, c'est plus de 7000 entreprises qui ont été financées et accompagnées. Dans cette période de trouble, c'est plutôt quelque chose qui était intéressant et important. Merci Grégory. Je vous propose d'enchaîner sur Romain de Réseau Entreprendre. Bonjour à toutes et tous. Alors, concernant Réseau Entreprendre, et au-delà d'initiatives et d'actions que nous avons menées, telles que des reports de mensualité de nos lauréats, un soutien humain et technique, évidemment à distance, nos actions en fait se sont appuyées et continuent de s'appuyer sur une de nos valeurs fondamentales, qui est la solidarité. Alors, deux éléments. Un premier où, si vous voulez, on a créé un mur solidaire qui relayait et qui encourageait les initiatives mises en place au sein de nos associations et qui rassemblait toutes les actions menées par nos membres et nos lauréats, ceci afin que l'un puisse aider l'autre. Et surtout, ce qu'on en retire comme enseignement, au-delà d'un aspect plutôt chiffré, entre guillemets, c'est qu'on a décidé en fait dès le printemps dernier de lancer des réflexions afin d'agir d'un point de vue plus structurel par des réflexions qui sont en train d'aboutir au déploiement d'un nouveau programme qui sera ouvert à tous les entrepreneurs afin de les accompagner très en amont et les accompagner à anticiper les futurs défis tels que des mutations de marché, des pivots, des modèles économiques, des notions de gouvernance. Merci Romain. Je vous propose d'enchaîner avec Laure de l'ADI. Oui, alors côté ADI, l'action qu'on a choisie, c'est les opérations d'appel diagnostic des entrepreneurs en activité qu'on a menées très rapidement à partir du début du confinement. Sur la période de mars à fin juin, ce sont 100 000 appels diagnostiques qui ont été passés par l'ensemble des collaborateurs salariés et bénévoles de l'ADI. Donc c'est 37 000 entrepreneurs qui ont été joints une ou plusieurs fois sur la période et ça a permis de faire le point avec eux sur la situation de leur entreprise, de leur faire connaître tous les dispositifs dont ils pouvaient se saisir dans cette période, à commencer par le fonds de solidarité ou également les informations au sujet du régime de sécurité sociale des indépendants. On les a aidés concrètement à engager ces démarches pour tous ceux qui pouvaient en bénéficier, y compris jusqu'en les aidant à faire les démarches en ligne. Et puis on a pu bien évidemment leur proposer des ajustements sur leur microcrédit en cours de remboursement, chose que quasiment tous les réseaux, y compris les réseaux bancaires, ont fait beaucoup dans cette période. Et puis faire la publicité encore pour tous les dispositifs d'accompagnement qui ont été montés sur cette période, et à commencer par un essor sans précédent des webconférences, puisque c'était quand même devenu le format principal par lequel on pouvait délivrer de l'information collective. Et donc sur cette période du confinement, l'ADI a organisé près de 75 webconférences avec au total une participation de 10 000 entrepreneurs, donc un chiffre record. Voilà. Merci. Je vous propose de finir avec Marlène de France Active.
Oui, bonjour. Alors, du côté de France Active, évidemment, comme tout le monde, on a dû se réinventer, rééchelonner et adapter notre accompagnement à la relance. Mais pour finir peut-être sur une petite note plus positive, moi, je voulais insister aussi sur le fait qu'on a voulu accélérer et accentuer aussi notre soutien à la création des entrepreneurs les plus engagés. Et donc nous, on a aussi, à côté des mesures d'accompagnement à la relance, accéléré notre fonds d'amorçage pour l'innovation sociale. Et donc, on ne s'est pas arrêté, mais même au contraire. Et depuis cet été, on a relancé nos comités et on en est à ce jour à un peu plus de 10 dossiers pour plus d'1 million d'euros engagés pour soutenir le monde de demain. Des projets qui vont, on l'espère, transformer notre. Merci Marlène. Je vous propose de continuer après ce rapide tour de table par plutôt des éléments de mise en perspective de la suite de ce qui peut se passer après cet élément cette crise avec Philippe de BPI France. Ton micro est coupé, Philippe. On ne t'entend pas. Ah, je comprends pas. Allô, allô. On t'entend. Ouais, ça y est. Oui, d'accord. Donc bonjour à tous. Donc effectivement un petit aperçu macroéconomique et puis tendance sur la création d'entreprises très rapidement. Bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avant les mesures de reconfinement, la prévision de croissance pour l'année 2020 en France était de 8%, entre 8 et 9%. Que l'impact du nouveau confinement qu'on estime nous, BPI France, c'est pour les mois de novembre et décembre une activité de 15% inférieure à la normale. On était à moins 6 en octobre, on sera à moins 15 en novembre et en décembre. Ce qui est à peu près 2 fois moins que le confinement du mois d'avril. C'est un autre ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Alors si on traduit cette activité réduite en novembre et en décembre, ça se traduit derrière en PIB annuel par 1 point de PIB en moins par mois de confinement. Donc si on a 1 mois de confinement en novembre, on sera à moins 9 au lieu de moins 8. Et si on a 2 mois de confinement, novembre-décembre, à ce moment-là, on sera à moins 10% de PIB annuel. Donc je vous fais grâce de tous les calculs trimestriels, etc. Et je vous propose maintenant juste un tout petit aperçu du côté de la création d'entreprise qui, elle, paradoxalement, se porte très bien dans ce contexte macroéconomique dégradé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en résumé, sur les 9 premiers mois de l'année 2020, il y a eu près de 600 000 entreprises créées en France. Et 600 000, c'est exactement le même niveau que les 9 premiers mois de l'année 2019. C'est-à-dire que pour le moment, avant reconfinement là aussi, la crise du Covid n'affectait pas la totalité des créations d'entreprises prévues pour l'année 2020. Sachant que 2019 était déjà une année record en termes de création d'entreprises. Alors évidemment, si on regarde les statistiques mois par mois, on voit qu'il y a eu une grosse baisse en mars, moins 20%, moins 49% en avril. Moins 49% de création d'entreprises en avril, c'est la plus forte baisse depuis 20 ans, évidemment. Moins 24% en mai. Mais ce que l'on voit ensuite, c'est une forte reprise en juin, juillet, août et septembre, entre plus 16 et plus 27% sur ces 4 mois, et donc avec un très fort effet de rattrapage qui permet de gommer le creux constaté entre mars et mai. Mon dernier mot, pour ne pas être trop long, c'est de donner un petit aperçu sur les secteurs en top position et ceux qui souffrent le plus. Ben écoutez, là il n'y a pas non plus une grosse surprise par rapport à ce qu'on peut lire dans la presse, hein, mais bon, le secteur des arts, spectacles, activités récréatives, transport, entreposage, commerce de gros ont connu un gros essor entre janvier et septembre, tandis que l'hébergement, le commerce de bouche et l'enseignement restent profondément touchés. Sur le commerce de détail hors commerce de bouche, on a également dépassé le niveau de création de 2019, ce qui est un peu contre-intuitif quand on voit la situation du commerce déjà établi aujourd'hui. Donc les activités les plus touchées par la crise, je résume, entre janvier et septembre, c'est celle de l'événementiel, donc c'est pour ça que je disais que ce n'était pas une grosse surprise, mais dans l'événementiel, on va trouver les services de réservation en ligne, activités connexes, toutes les organisations de foires, salons professionnels, congrès, soutien au spectacle vivant, activités de sécurité privée, qui est évidemment liée à cet événementiel,
On va retrouver des secteurs assez classiques qu'on attendait, les débits de boissons, la restauration traditionnelle et certaines activités de commerce de détail. Donc, autre approche, très rapidement, mais j'en ai presque fini, pour vous dire que les sociétés, c'est-à-dire que la création d'entreprises en société, sont plus impactées que les entreprises individuelles, y compris les micro-entrepreneurs. Et enfin, en approche géographique, c'est pas très discriminé, mais on peut voir que la dynamique entrepreneuriale est en recul dans l'urbain très dense et dans le rural périphérique très peu dense. Ailleurs, la création d'entreprises est plutôt supérieure aux moyennes constatées les dernières années. Et donc l'enjeu pour les 3 derniers mois qui restent, là ceux dans lesquels on reconnaît une activité de confinement, c'est de voir si on va rester sur un trend de création assez soutenu, même si on peut s'attendre à ce qu'il soit moins élevé que les mois précédents à cause du confinement, mais suffisamment soutenu pour atteindre le niveau de 2019, le niveau record, ou si on restera légèrement en dessous. Je vous remercie. Merci Philippe. Merci Philippe. Je vous propose de passer maintenant sur la question Klaxoon. Donc j'espère que vous êtes connectés, sinon voilà le code vous permettant de vous connecter. Et donc je vous donne la question qui vous est posée. C'est, à votre avis, quels sont les principaux défis que les créateurs vont devoir affronter dans les 6 prochains mois, en espérant ne plus être dans un contexte de crise ou en tout cas de confinement comme on connaît aujourd'hui? Pour l'instant, nous avons, si je comprends bien Klaxoon, 4 participations. Donc effectivement, changement de consommation de leur clientèle et perte de fournisseurs, une vraie question, surtout dans les domaines dont Philippe a parlé tout à l'heure et qui sont les plus impactés. Pour constitution de la trésorerie et l'adaptation du business model, ça reste assez évident malheureusement, c'est-à-dire qu'on le constate d'ailleurs, on a finalement des entreprises qui n'ont absolument pas touché ou d'impact fondamental sur leur trésorerie, comme Nicolas disait tout à l'heure, Nicolas Dufourc. On a des entreprises qui sont aujourd'hui faiblement, voire pas impactées, voire même impactées positivement par la crise. Et à l'inverse, c'est des gens qui sont fondamentalement impactés. Donc la vraie question sur la trésorerie, elle va se poser dans les prochains mois, pas mois, mais semaines. Donc voilà. Nous n'avons pas plus de participants. Les questions sur la digitalisation, oui, effectivement, la question de la digitalisation, on le voit, il y a des domaines d'activité qui sont interdits de profession aujourd'hui, mais qui peuvent s'en sortir et réussir à faire des choses via la digitalisation. C'est un élément fondamental. Repenser le modèle économique aussi, au moins temporairement. Changement de consommation, on l'a déjà vu. Repenser leur offre. Bon, je ne sais pas si ça apporte des réactions de la part des intervenants. Ce qu'on a pu voir sur Klaxoon. Oui, si je peux intervenir. Bien sûr. Oui, bonjour, Guy Gourevitch de France Angels. Bon, j'ai pas pu présenter effectivement les quelques mesures dans le premier tour qui a été fait, les mesures Covid, mais on en a pris effectivement quelques-unes importantes concernant effectivement l'information la plus complète possible de nos entrepreneurs par une lettre nationale d'information sur tous les dispositifs gouvernementaux, notamment le chômage partiel et les PGE. Et puis, un ensemble de conseils aussi que nous avons donnés à nos investisseurs pour accompagner les entrepreneurs et rompre l'isolement. Alors, en ce qui concerne les réponses qui ont été données là sur Klaxoon, elles me surprennent véritablement parce que, bien sûr, on doit revoir les modes de consommation, les modes de demande et sans doute les business models des différentes entreprises. En s'adaptant effectivement aux demandes qui sont faites. Et ça
ça impacte non seulement, bien sûr, les entreprises, bien évidemment, de commerce et de distribution, mais même les entreprises qui sont très très liées à d'autres secteurs très digitaux, par exemple, ou même le mode de consommation, de ce point de vue-là, va évoluer. Voilà, j'en dirai pas plus pour ne pas garder la parole. Très intéressant. Ouais, je pense que d'ailleurs, ça amène une question qui était un peu la suivante, qui est, en fait, on voit bien qu'on est dans un climat d'incertitude, ou en tout cas, les éléments de comparaison qu'on pouvait avoir précédemment sont un peu chamboulés, au moins temporairement, encore une fois. Et du coup, je voulais vous poser à toutes et tous la question suivante, c'était comment on peut revoir finalement les critères d'analyse d'un nouveau projet entrepreneurial dans le contexte actuel, comment on peut conforter la vision entrepreneuriale d'un créateur dans ce contexte. Je veux bien démarrer si vous voulez. Frédéric, je veux bien démarrer si vous voulez. Valérie. Vas-y. Nous, il y a un constat dans tout ce dialogue, de travail qu'on a mené avec les entrepreneurs pendant cette phase de confinement et même post-confinement, pardon. Le constat qui ressortit clairement, c'est comment dirais-je, la crise a été une forme de révélateur en fait de la situation de ces entreprises qu'on accompagne quotidiennement. Elle nous a un peu rappelé un peu à nos fondamentaux. Hein. On a bien nous constaté qu'il y avait une différence importante en termes d'impact de la crise entre des entrepreneurs qui avaient des fondamentaux qui étaient posés. J'entends par fondamentaux un couple, offre cible structurée, des modalités de commercialisation, de communication posées, structurées, et puis aussi une cohérence, et bien sûr, hein, personne projet, on parle là des motivations et des compétences solides. On a bien fait la différence entre ce cas de figure et les autres. C'est beaucoup plus compliqué, hein, évidemment, de trouver avec eux des pistes alternatives, des solutions de rebond, des solutions alternatives à leur offre, à leur service, lorsque ces fondamentaux ne sont pas en place. Voilà, donc nous, ça nous amène effectivement à réaffirmer en quelque sorte ce qu'on savait déjà, mais de dire qu'effectivement, accompagner aujourd'hui de nouveaux entrepreneurs, c'est sans doute mettre ces sujets au cœur des préoccupations, de manière à garantir que si les bases du projet, les bases structurantes d'un projet ne sont pas là, effectivement, on ne construit vraisemblablement pas des entreprises qui seront capables, ou en tout cas difficilement capables, même si c'est compliqué pour tous, de se confronter à ces situations complexes et de réinventer ou de réinterroger leur modèle avec une certaine facilité, si j'ose le mot, mais en tout cas avec une aptitude à réinterroger leur modèle et à repositionner éventuellement leurs offres. Voilà, c'est vraiment le constat que nous, on a pu réaliser. L'adaptivité. Oui, si je peux me permettre, en ce qui concerne les investisseurs, effectivement, nous avons une certaine évolution de nos critères d'investissement dans les projets qui nous sont présentés. Bon, la première évolution sont les secteurs. Évidemment, nous choisissons des secteurs tels que la santé, la logistique, tout ce qui est projet à impact, tout ce qui est énergie, nouvelles énergies, économie d'énergie, développement, la e-agriculture aussi, qui nous semble un domaine extrêmement important. Donc ça, d'abord, les secteurs qui sont potentiellement en développement dans cette nouvelle donne. Un deuxième critère, je dirais, c'est la capacité d'adaptabilité du management. Il faut savoir s'adapter et s'adapter très vite à un contexte qui est encore plus changeant qu'avant la crise du Covid. La capacité également du management à surveiller les paramètres de l'entreprise, qui peuvent varier, et je ne pense pas seulement à la trésorerie, mais qui peuvent varier de façon extrêmement rapide selon le contexte. Et dernière chose, on fait beaucoup plus attention, ça semblera paradoxal, mais on fait beaucoup plus attention qu'avant au taux de rentabilité, plus aux capacités de croissance. C'est-à-dire qu'on regarde la solidité financière de l'entreprise et ses besoins de financement à court et moyen terme. Et ça, ce sont des critères qu'on regarde beaucoup plus, même pour des entreprises en early stage, en début
en démarrage du développement. Voilà en gros quelle est l'évolution de nos critères d'investissement. Merci. Une dernière réaction sur cette question? Oui, moi je peux peut-être aller dans le sens de ce qui a été dit, et c'est étonnant, quelqu'un parlait de retour aux fondamentaux, et c'est vrai que comme elle a dit, on est habitué depuis 30 ans à étudier des projets qui sont dans des secteurs très concurrentiels, sur lesquels on peut avoir spontanément des doutes sur le fait qu'un nouvel entrant puisse s'en sortir. On a depuis 30 ans développé un savoir-faire autour de l'analyse plutôt justement des capacités propres à l'entrepreneur en matière de savoir bien s'entourer, savoir rebondir, savoir être force de proposition dans des environnements qui étaient déjà tendus et difficiles avant la crise et qui le sont d'autant plus. Et à la question de savoir quelle nouveauté dans l'analyse des projets, je dirais que comme mes collègues avant moi, c'est plutôt un retour aux sources, un retour aux fondamentaux sur les compétences clés de l'entrepreneur, et en particulier son agilité et sa capacité de débrouillardise et de rebond. Je pense que c'est une très bonne transition sur la question que je voulais vous poser juste après, qui est finalement pour les entreprises existantes, qu'est-ce que vous voyez comme besoin d'accompagnement dans le contexte actuel? Si je peux me permettre du coup d'intervenir, effectivement, ça va être la capacité, je dirais, des chefs d'entreprise à pouvoir s'adapter et du coup à se poser les bonnes questions sur leur façon de fonctionner et sur leur modèle économique, et être en capacité de pivoter assez rapidement. Je pense que les délais pour pouvoir pivoter vont être de plus en plus courts, au risque peut-être de se mettre relativement en danger. Tout à fait. Mais ce qui nécessite de vous à moi encore plus d'accompagnement et de conseils, parce que je pense que les entreprises qui sont créées sont parfois moins bien entourées que juste avant la création. Donc il y a un vrai enjeu collectif, je pense, à pouvoir leur rappeler qu'elles peuvent être accompagnées déjà, et justement pouvoir encore mieux les accompagner dans ce contexte-là. Je sais pas s'il y a d'autres réactions sur les entreprises créées. Oui, un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est vraiment trouver l'équilibre entre une vision courte à moins de 6 mois et l'équilibre avec le long terme à plus de 3 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir où on veut aller, mais en même temps être capable d'avoir une vision très précise du court terme et cette capacité à la fois à pivoter, mais sans renier l'ensemble du projet. Attention aussi de ne pas réagir juste avec l'urgence et à la crise, de ne pas prendre de décisions qui peuvent amputer l'avenir, mais bien trouver le moyen de s'adapter tout en gardant son cap. Moi, je dirais que d'une façon générale, le besoin d'accompagnement était déjà fort, mais alors là, il devient très très fort. C'est-à-dire qu'il faut absolument être proche des entrepreneurs, des équipes de management. Il faut les aider, et les aider de façon continue et non pas ponctuelle, compte tenu de la rapidité de changement du contexte. Il faut être vraiment à leur côté, et on le sent, nous, investisseurs particuliers, investisseurs individuels, on le sent très fortement, ce besoin d'être accompagné, d'être conseillé, je dirais pas quotidiennement, mais presque quotidiennement, d'une façon générale. Donc beaucoup Oui, donc peut-être par d'accompagnement rapport à... Pardon. Vas-y, je t'en prie, Valérie. Non, ce que je voulais ajouter pour rebondir sur ce qui se disait là, c'est que les offres d'accompagnement et de formation qui peuvent exister, il y a aussi un enjeu d'arriver à les relayer jusqu'aux entrepreneurs concernés, ce qui n'est pas toujours l'affaire la plus simple, de capter les cibles qui en ont besoin. Voilà, ça veut dire aussi rechercher des conditions pour que l'accès au financement des actions d'accompagnement et de formation soit réel. Nous, on a eu ce partenariat avec la GFIS, mais j'ai envie de dire, c'est insuffisant par rapport à ces un fonds de formation qui concerne une cible spécifique, mais il y a sans doute des actions à mener aussi pour que ces actions puissent être plus largement développées et accessibles à plus d'entrepreneurs. On sait qu'il y a un travail de communication aussi à faire pour atteindre ces cibles. C'est pas un réflexe de chercher des solutions d'appui, de formation. Autant c'est unanime à la sortie sur le fait que ça a été, ils le disent tous, déterminant pour eux.
autant, voilà, à ce moment-là, acheter une action de formation, c'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit. Et pourtant, c'est bien ça qui est déterminant et c'est bien ça qui va permettre effectivement de réinventer leur entreprise pour demain. Voilà. Donc, il y a sans doute une réflexion aussi à mener, peut-être aussi sur des tickets, hein, financement, formation, qui pourraient permettre de considérer toutes les composantes de cette relance ou de réinventer ce modèle économique de manière plus globale, se faire soit sur le volet accompagnement uniquement ou soit sur le volet financement uniquement. Tout à fait. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de promotion pour une action collective que nous avons pu mener avec certains d'entre vous, qui est de porter finalement le e-parcours renfort petite entreprise. C'est un moyen de sensibilisation pour leur permettre aussi potentiellement de se poser les bonnes questions et de la même se rendre compte qu'ils ont besoin d'être accompagnés parce que une fois qu'on se pose la question, la réponse peut sembler évidente avant, pas après. Donc là aussi, n'hésitez pas, on continuera à en faire la promotion, mais aussi à en faire la promotion pour voir si on arrive justement à ramener vers vous des entrepreneurs en création et qui se posent des questions aujourd'hui. Une dernière réaction peut-être sur cet élément-là, ou on passe à la question prochaine si vous voulez. Ouais, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Monsieur Gourevitch sur les besoins d'aide en continu, que je partage tout à fait, avec des besoins alors assez variés selon les profils des entrepreneurs. Je dirais que les entrepreneurs les plus fragiles, notamment sur leurs difficultés administratives dans la période actuelle, ils ont besoin d'un sacré coup de pouce pour arriver à lire et comprendre les dispositifs auxquels ils peuvent s'adresser. Hein. Aujourd'hui, il faut quasiment un bac plus 5 en fonds de solidarité, tellement c'est complexe et tellement les changements vont vite. Pour tous, quasiment pour tous, un besoin d'accompagnement sur l'aspect digitalisation de leur entreprise et même de la toute petite entreprise, hein, pouvoir proposer un catalogue en ligne, de la vente ou de la pré-vente au sens click and collect en ligne, c'est aujourd'hui devenu déterminant sur la poursuite du chiffre d'affaires malgré les périodes de confinement. Et puis, alors on a vu aussi fleurir pour les projets les plus sexy, on va dire aussi, des besoins d'accompagnement pour aller chercher des financements participatifs, avec des campagnes qui marchent très bien aujourd'hui, hein, d'entrepreneurs qui s'adressent aussi bien à leurs proches qu'à leur base clientèle pour arriver à sauver leur entreprise ou à la développer pour pouvoir continuer à exercer en temps de Covid. Et là aussi, donc, des besoins d'accompagnement un peu d'un genre nouveau pour aider ces entreprises à plus fort potentiel à saisir ce type d'opportunité. Laure, c'était une parfaite transition avec la question que je voulais vous poser juste après, qui était justement pour vous, cette crise, finalement, elle est probablement un accélérateur de tendance qui était déjà inscrite, notamment dans les questions de relations clients, de la digitalisation. Et justement, je voulais vous interroger sur, pour vous, quel est l'effet de cette crise? C'est quoi la doctrine aujourd'hui sur la relation client pour nos créateurs et jeunes entrepreneurs? Je veux bien intervenir et rebondir aussi à l'intervention, pas précédente, mais juste d'avant. Nous, on remarque aussi le fait que dans les entrepreneurs en exercice, il y a peut-être parfois du déni, ou en tout cas de l'attente, et peu de sollicitations pour l'accompagnement. Alors, on est souvent plus identifié comme des financeurs, mais on offre aussi transformé pour offrir un accompagnement à la relance. Mais on est finalement peu sollicité, surtout par ceux qui, pour l'instant, ont de la trésorerie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on développe collectivement aussi la capacité à aller vers et à bien identifier ceux qui ont les besoins et lever les freins qui font qu'on ne vont pas se rendre compte forcément actuellement du besoin et qui portent son notre part. Marlène, on te comprend un peu mal. Je ne sais pas si tu veux rapprocher le micro, peut-être ça marchera mieux. Désolé, on n'a pas entendu la dernière phrase en fait. Je disais qu'il fallait essayer de lever les freins pour faire en sorte qu'on rentre vraiment dans une relation d'accompagnement saine où on propose une offre, mais que les entrepreneurs se rendent compte qu'ils en ont besoin avant qu'ils soient trop tard. Oui, vrai enjeu. Tout à fait. Et donc sur l'évolution de la relation client, justement, ces questions de digitalisation, de remise en question de l'approche et de comment toucher le client, vous voyez des perspectives ou des éléments
important pour les créateurs et les jeunes entrepreneurs? Là, on va dire qu'on n'a pas eu trop le choix, en fait, dans un premier temps. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous un métier, on partage tous un métier qui est plutôt un métier du face-à-face physique avec les créateurs d'entreprises, et que le premier confinement nous a forcé à expérimenter des modèles différents, puisque il a bien fallu rentrer en contact avec, y compris des gens qui avaient encore des projets de création d'entreprise et qu'on pouvait rencontrer que par téléphone ou éventuellement par appel vidéo. Aujourd'hui, nous, on est engagé depuis un moment, comme beaucoup, sur la question de délivrer une partie de nos services en ligne. On a développé des modules d'accompagnement entiers qui permettent aujourd'hui aux personnes qui sont en phase de création d'entreprise d'avoir accès librement depuis chez eux à toute heure du jour et de la nuit à des modules d'accompagnement. On a aussi digitalisé certaines phases de la relation client, comme par exemple le fait de pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller, ou le fait de pouvoir signer son contrat de presse, sont des phases qui aujourd'hui peuvent être réalisées en digital. La grosse question, c'est la question de la phase de rencontre avec l'entrepreneur, pour pouvoir correctement justement étudier les fondamentaux dont on parlait juste avant, de la capacité entrepreneuriale de la personne. On a fait avec du distanciel quand on pouvait faire que ça. Dès qu'on a pu retourner en présentiel, on est revenu en présentiel, et on n'a pas encore nous trouvé la solution miracle, et on s'interroge beaucoup sur est-ce qu'on pourra un jour, ou du moins pour une partie de nos clients, concevoir cette étape de face à face comme quelque chose qui est dématérialisé et qui ne se passe pas autour d'un bureau. Voilà. Donc je ne sais pas si d'autres collègues ont aussi avancé dans cette réflexion et peut-être trouvé des réponses à leur niveau. C'est clair que le digital a créé une autre forme de proximité avec les entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment un avantage. Par contre, la question du face-à-face, nous, on n'a pas trouvé aujourd'hui la bonne réponse. À quel stade il est nécessaire? Est-ce qu'il est indispensable? C'est vrai que dans la contrainte, on a mis en place des choses en 100% numérique, mais il manque quelque chose. Et c'est vrai que là, on en est, nous, alors je prends l'exemple de ma structure locale, à avoir fait des prêts à des entrepreneurs qu'on n'a pas rencontrés. Physiquement. Ça vaudra le coup de regarder un peu ce que ça donne en termes d'évolution de notre risque. Mais c'est vrai qu'on a pivoté, on a créé de la proximité, mais il faut trouver le bon ratio entre l'humain et le numérique. Oui, peut-être qu'il semble aussi important de souligner. Pardon. Ce qui semble peut-être important de souligner là, c'est que ce qu'on constate tous, je pense, c'est pas propre à BGE, c'est que le lien avec les entreprises et les territoires, c'est quand même ça qui nous a permis effectivement je pense notamment aux mesures de soutien qui ont pu être développées, ces mesures pour qu'elles puissent être captées là aussi par les entrepreneurs. Ça reposait sur la préexistence souvent d'une relation entre l'entrepreneur et l'organisme d'accompagnement. Enfin, on l'a vu très clairement que cette relation au local et au territoire et à ces entrepreneurs, elle nous permettait fondamentalement de créer ce lien et de leur permettre d'accéder à ces mesures qui avaient été mises en place seuls. Une fois de plus, ils n'auraient sans doute pas pu y accéder. Effectivement. Après, sur la question du distanciel, c'est vrai que nous, comme vous tous, on a basculé à ce moment-là, et de nouveau aujourd'hui, la totalité de l'activité quasiment en distanciel. Voilà, moi j'en tire un élément aussi positif, c'est que ça a considérablement fait évoluer nos pratiques, y compris nos pratiques présentielles. On tirait les enseignements des pratiques du distanciel, et sur l'aspect pédagogique et sur l'aspect montée en compétences, on a su aussi tirer des enseignements, de comment on pouvait aussi faire évoluer et mixer davantage aussi nos pratiques pédagogiques pour que la montée en compétences soit parfois favorisée, y compris par des techniques du distanciel qu'on a trouvées particulièrement adaptées. Après, effectivement, je rejoins les questionnements précédents. Jusqu'à quel point on est en capacité de valider. Certes, nous, on est très concrètement confrontés avec les actions de formation à la question de la montée en compétences. Voilà, jusqu'à quel point on est capable de valider cette montée en compétences avec un 100% distanciel. Voilà, il y a forcément ces points-là qui restent en interrogation avec une mesure qu'on devra mener à terme
si oui ou non, effectivement, on est en capacité de faire ce travail et les limites véritablement que ça constitue de ne pas rencontrer physiquement le futur entrepreneur. Marlène, tu voulais réagir? Oui, je me disais aussi, on a encore, je pense, pas mal de marge de progression dans l'utilisation du digital et certainement à réinventer des choses dans le digital parce qu'on a encore, encore beaucoup de choses sur notre façon de fonctionner en présentiel. Et donc, je pense on a de la marge de progression, on n'a pas encore tout inventé, mais il y a des choses, peut-être il y a des choses qui se simplifient aussi. Je pense à des travail et des mises en relation entre entrepreneurs et groupes d'entraide peuvent être largement facilitées via le digital et même simplifiées en fait dans la relation. Donc il faudra qu'on puisse faire aussi un premier bilan avec un peu plus de recul. On est certainement un petit peu trop les dans le guidon pour l'instant. Justement, en parlant de recul, si on prend un tout petit peu de recul par projection, et qu'on envisage que la crise actuelle engendre une augmentation du nombre de créateurs, un peu dans la tendance que Philippe parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est déjà aujourd'hui finalement dans des chiffres qui sont plutôt bons en termes de création d'entreprise. Il y a des opportunités dans une crise qui se crée, qui pourraient engendrer des créations. Comment vous souhaitez vous positionner? Quelle est la réponse que vous souhaitez avoir par rapport à cette potentielle augmentation de création? Oui, je veux bien ouvrir le débat sur ce sujet. Les business angels investissent assez souvent dans des boîtes qui n'ont pas de chiffre d'affaires. C'est dire à quel point, donc juste après la création, donc on prend des risques assez considérables sur justement les sociétés en création à partir du moment où on peut voir que le management est de qualité, que bien entendu l'offre correspond à un marché qui semble potentiellement intéressant, mais on est capable d'investir dans des boîtes qui font 0 de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. Et ça ne date pas de la crise, puisque c'est une tradition. D'ailleurs, ce qui est assez remarquable, ce qui m'a surpris moi personnellement, c'est que finalement, nos premières statistiques montrent qu'on a investi, que la progression de nos investissements, même en premier tour, donc sur des boîtes toutes nouvelles, était de 13% au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Il est tout à fait étonnant. Et donc, ce qui montre que l'appétence, si je puis dire, des investisseurs pour les sociétés qui ont des offres originales, technologiques, innovantes, ne s'est pas asséché avec la crise du Covid. Bon, maintenant, je mettrai quand même un petit bémol, c'est que si on peut se réjouir d'une augmentation du nombre de créations, il faut faire quand même très attention et sélectionner les créations, orienter les créateurs, ne pas vouloir créer pour le plaisir de créer, et parce que finalement, dans le contexte actuel, on ne voit pas d'autres solutions pour créer sa propre boîte. Donc, il faut que, je dirais, le motif de création soit, entre guillemets, un bon motif. Hein, et donc, il faut aider les créateurs peut-être à réorienter ou à repivoter si c'est nécessaire. Voilà. Oui, je veux bien rebondir complètement sur cette idée qui est de pas à n'importe quel prix, quoi. Donc oui, on peut s'attendre effectivement à une montée en charge du nombre de créations. Ça peut nous inquiéter et ça peut nous rappeler vraisemblablement à nos responsabilités, de ne pas amener à la création n'importe qui, n'importe comment. Voilà, et c'est là qu'on rejoint à la question des fondamentaux qu'on posait en tout début de séquence.
il faut que les fondamentaux soient là. Est-ce que effectivement les compétences sont là? Si elles sont pas là, on va les chercher. Le modèle économique, quel est-il? Est-ce qu'on garantit ces fameux fondamentaux au moment de la création? Bon, d'abord parce que la création doit garantir l'accès à un niveau de revenu, à une viabilité économique minimale. Et puis parce qu'à terme, lorsque les difficultés interviendront, dans quelle mesure cet entrepreneur aura aussi les compétences, puisque c'est ça dont on parle, pour réagir et pour adapter son modèle. Voilà, donc nous, ça nous rappelle beaucoup à cette question des fondamentaux et de comment on a une forme de responsabilité à ne pas engager des entrepreneurs, enfin, à ne pas engager des personnes vers l'entrepreneuriat si les conditions de ces fondamentaux ne sont pas réunies. Nous, au niveau du réseau initiative, pour compléter ce qui a été dit, il nous paraît important d'intervenir à 2 titres pour soutenir les victimes de la crise. Donc effectivement, l'accompagnement et pas à n'importe quel prix vers la création. Et là, on a une responsabilité lourde de pouvoir accompagner des gens qui n'ont pas forcément choisi la création toujours pour les bonnes raisons, mais ils y sont contraints et effectivement, il faut essayer d'en tirer le meilleur. Deuxièmement, pour pouvoir réparer un peu les dégâts de la crise, ce qui nous paraît important aussi, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à avoir plus d'impact en termes d'emploi et donc de les accompagner vers la création d'emplois, que ce soit les nouvelles entreprises créées, mais aussi l'accompagnement au développement, puisque au redémarrage, il y aura des opportunités, comme ça a été dit. Et je pense que les réseaux ont un rôle à jouer sur ces 2 stades-là, bien accompagner la création et accompagner à créer plus d'emplois dans les entreprises existantes ou les nouvelles. Ouais, moi, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je crois surtout que les entrepreneurs, ils n'attendent pas notre permission et notre label ou notre bénédiction pour se lancer. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres présentés par BPI. On s'apprête potentiellement à vivre une année 2020 avec autant de créations qu'au courant de l'année 2019. Donc, qu'ils aient les fondamentaux ou qu'ils les aient pas, les gens se lancent. Nous, tous les réseaux, on fera avec, puisque notre boulot, c'est de les accompagner du mieux qu'on peut, et quel que soit le stade de formalisation de leur projet. Voilà. Nous, de notre côté, on s'est préparé à ça depuis déjà un petit moment. On évoquait le digital. Le digital, c'est une façon aussi justement de pouvoir faire plus. Parce que justement on déporte vers le créateur d'entreprise un certain nombre des actions. Il peut faire un certain nombre de choses tout seul, donc nous on peut se recentrer sur les étapes à plus forte valeur ajoutée, enfin celles pour lesquelles on n'est pas remplaçable. On a aussi là au cours des 18 derniers mois, c'est près de 80 postes de conseillers de l'ADI qui ont été créés dans le réseau, donc on est aussi prêt en termes de bras pour traiter une éventuelle accélération des créations d'entreprises. Et puis on n'a pas de blocage à ce jour sur tout ce qui est les fonds de crédit, pouvoir prêter plus. Donc voilà, s'il y a vague de création, on la constatera et on s'adaptera pour être disponible et accompagner le plus grand nombre de personnes possible, tout ce qu'on peut faire. Voilà. Très bien. Un petit mot de commentaire, si vous permettez, du point de vue des études, de la macroéconomie. Nous, ce qu'on voit en ce moment dans nos baromètres, c'est des fondamentaux des entreprises en général, pas seulement des créateurs, qui sont plutôt bons. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas dans une récession économique classique, dans laquelle les modèles économiques sont tous impactés par des problèmes de consommation, des problèmes de compétitivité. On est dans une situation très atypique et jamais connue à ce jour, qui est la fermeture administrative de toute une série de secteurs de l'économie. Et c'est cette fermeture administrative qui entraîne des baisses d'activité. Mais dès qu'on réouvre, dès que les contraintes sont levées, on voit que l'économie repart très fort. Et c'est pas un phénomène seulement français, c'est un phénomène européen, mondial. Toutes les économies qui allaient bien avant la crise continuaient plutôt à bien se comporter. Du coup, ça adresse directement la question des intentions de création. C'est normal qu'elles restent très élevées. Le seul conseil que l'on pourrait donner, nous, à ce stade, il y en aura même peut-être 2. Le premier conseil, c'est de bien challenger les créateurs sur leur business model pour voir s'ils sont résilients par rapport à des périodes de confinement limitées ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'on aura des fermetures, des nouveaux confinements d'ici l'été prochain, tant qu'il n'y aura pas de vaccin.
Donc il faut se préparer plutôt à un marathon du confinement plutôt qu'à des sprints. Donc ça interroge vraiment la capacité du business model des créateurs à faire face à ce genre de situation. Et je vous rejoins tout à fait pour dire que dans certains secteurs, il y a plutôt plus d'opportunités aujourd'hui du fait du confinement que de contraintes. On a parlé du digital tout à l'heure, des nouvelles formes de distribution. Donc il y a effectivement beaucoup de possibilités de créer des business intéressants dans ces secteurs porteurs. Et puis le deuxième conseil, c'est un conseil plutôt de porter attention à la personnalité du dirigeant, c'est-à-dire à son moral. Et c'est ce qu'on voit, nous, en ce moment, dans nos enquêtes, fléchir le plus, c'est le moral. Et pour une raison simple, qui est que quand on a une prévision, une prévisibilité de l'impact économique, c'est plus facile pour un entrepreneur de se projeter. S'il sait par exemple que le confinement c'est jusqu'au 15 décembre et qu'après c'est le déconfinement pour le reste de l'année et jusqu'à l'année 2021, il est tout de suite dans une dynamique, dans une posture personnelle de comme on dit à BPI France, de niaque, c'est-à-dire d'optimisme, de volontarisme. Si en revanche on lui dit, écoutez, mon pauvre ami, on ne sait pas du tout si on sera déconfiné à Noël, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'on reconfinera en 2021, on n'a aucune visibilité sur la situation sanitaire. Là, pour le coup, ça a un effet, cette absence de visibilité a un effet destructeur sur le moral du dirigeant. Or, ce qu'on dit nous à BPI France, c'est que le moral du dirigeant est aussi important que la qualité du business. Très intéressant. Avant de passer au jeu des questions-réponses avec les plateaux régionaux, je voulais vous poser une dernière question sur un sujet qui existait déjà avant la crise et qui existe probablement d'ailleurs encore plus maintenant, ne serait-ce que par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Philippe, sur l'optimisme de certains dirigeants et le fait qu'ils aient probablement encore plus envie de passer la balle ou au contraire qu'ils ne peuvent pas la passer pour des raisons notamment financières et de valorisation. C'est comment vous percevez l'accompagnement de la reprise d'entreprise dans le contexte actuel et dans les futurs mois et années qui arrivent. Ça nous interroge. C'est vraiment une grande interrogation puisque là, on sait que pendant les 3-4 prochaines années, l'impact sur les bilans à la fois de l'endettement qui a été fait dans cette période, l'impact des chiffres qui seront pas bons sur l'exercice 2020, nous interroge. Comment regarder, comment valoriser, comment accompagner vers la reprise. Je vais être caricatural, mais par moment, on peut se poser la question de savoir s'il faut reprendre aujourd'hui ou laisser au contraire la boîte se planter, quoi, grosso modo, ne pas trouver de repreneur et puis recréer derrière. Donc la question de la valorisation, la question du décalage dans le temps, est-ce qu'il faut conseiller à un cédant de décaler son projet dans le temps puisqu'il a plus lui la capacité d'encaisser les soubresauts de l'économie actuelle qu'un repreneur. Quid des cessions pour départ en retraite. Enfin, on a vraiment des questions à se poser pour inventer le modèle là aussi de lecture des bilans et d'évaluation des fonds pour les années à venir parce que ça va être une vraie question. Tout à fait. Romain de Réseau Entreprendre ou Guy? Non, Oui, allez-y. Non, je rejoins les propos qui viennent d'être indiqués. Effectivement, il y aura aussi, comme pour un créateur, notre rôle à jouer sur l'acceptabilité ou pas d'un profil qui se destine à reprendre, puisque les enjeux sont quand même assez différents d'un créateur. Et effectivement, c'est une question supplémentaire qu'on se pose déjà. On n'a pas encore tout à fait la réponse, mais ça va être l'un des principaux enjeux. Je ne sais même pas si on pourra se baser sur notre expertise aujourd'hui sur les reprises actuelles, puisque demain il y aura peut-être plus de marché en face des entreprises reprises. Bon, voilà, à un moment aussi d'incertitude, il faudra pouvoir se positionner. Oui, je voulais juste dire que sur ce type de questions, bon, il me semble extrêmement difficile d'avoir une doctrine générale. Il n'est pas possible d'avoir une philosophie de la reprise
dans le cas présent. Il y a des exemples qui ont été donnés précédemment, très justement, sur les reprises d'entreprises, sur les cédants, sur les repreneurs, sur les développements, etc. Aujourd'hui, alors déjà, un business plan en temps normal est un élément extrêmement aléatoire. Hein. Certains disent qu'un business plan est fait pour ne pas être suivi. Bon, mais alors là, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de présenter un business plan à échéance, même 3 ou 6 mois. Quoi. Donc, en fait, je pense que la seule doctrine, si on peut appeler ça une doctrine, c'est d'être pragmatique. Chaque cas est un cas particulier. Chaque cas doit être regardé en tant que cas particulier. Et il n'y a pas deux situations dans le contexte actuel qui sont semblables. Et c'est seulement après coup qu'on pourra faire, notamment avec BPI France, qu'on pourra faire des statistiques qui permettront a posteriori de savoir et de tirer des leçons sur ce qui a pu se passer. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut naviguer à vue et être très pragmatique. Je suis désolé de ne pas pouvoir dire beaucoup plus que ça. Je pense effectivement de toute manière que même avant il n'y avait pas une règle, donc aujourd'hui encore moins vu qu'on est dans une situation avec une certaine incertitude exacerbée. Donc oui, effectivement, je vous rejoins complètement. Je vous propose de passer aux questions, peut-être d'abord d'Île-de-France. Bonjour à tous les deux. Honneur aux dames. Alors par contre, on ne vous entend pas. Non, toujours pas. Désolé. Oui, mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc, je suis Bénédicte Guéroumi. Je travaille pour le réseau Positive Planète. Je suis coordinatrice des opérations au siège de cette association. Et auparavant, j'étais chargée d'accompagnement sur le terrain pendant 4 ans et demi sur le territoire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, donc dans le 93. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner des entrepreneurs des quartiers. Et du coup, c'est vrai que je me pose pas mal de questions sur comment aider particulièrement cette population d'entrepreneurs qui n'a pas forcément tous les outils pour passer à la digitalisation. Il faut déjà qu'ils puissent accéder à Internet, qu'ils puissent se connecter. Alors, beaucoup sont connectés par leur smartphone, mais ils n'ont pas toujours cette envie d'avoir un accompagnement par téléphone ou par visio. Donc, est-ce que dans vos réseaux, vous avez rencontré ces cas-là? Comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Donc ça, c'est une première question. Je ne sais pas si je donne toutes mes questions d'un coup ou si... Je vous propose de voir le temps que vont prendre les gens à répondre à votre première question pour voir si on peut en prendre plusieurs. Si cela vous convient. Très bien. Oui, moi, je veux bien répondre. À BGE, on a été confrontés forcément à un moment d'une bascule massive, 100% distanciel sur nos offres. On a rencontré ces situations de plus ou moins explicitées d'ailleurs, de porteurs de projets qui rencontraient des difficultés à accéder à un service, de l'accompagnement ou de la formation à distance. En tout cas, nous, on a consacré un investissement conséquent à dialoguer avec ces personnes et à mettre en place les conditions de cet accompagnement à distance. Et si le distanciel fait gagner du temps, pas là-dessus. C'est un vrai investissement. C'est un vrai investissement de la part du conseiller formateur que d'aller au-devant de cette personne pour aller poser avec elle les conditions de l'accès du service à distance. Très, très concrètement, ça veut dire vérifier les conditions techniques de l'accès à distance, rassurer sur les modalités d'accompagnement, sur les modalités techniques aussi qui vont être utilisées. Parfois, ça passe aussi par de la montée en compétences sur des fonctionnalités ou des outils qui ne sont pas connus ou pas maîtrisés.
En tout cas, concernant BGE, on a pu lever, alors je ne dis pas qu'on a résolu 100% des situations, mais on a réussi comme ça à lever pas mal de situations où il y avait des freins plus ou moins explicites qui étaient posés pour accéder à un accompagnement à distance, mais c'est certain que ça nécessite un investissement de temps important. Bénédicte, très rapidement, vu qu'après il y aura encore 3 personnes, si vous avez une deuxième question. Oui, je m'interrogeais aussi en fait sur on a parlé beaucoup des entrepreneurs qui peuvent rebondir et tout ça, mais je m'interroge sur la capacité de certains entrepreneurs à pouvoir tenir bon avec des fermetures administratives, peut-être une trésorerie qui va finir par s'assécher totalement. Et je me demandais si le fait de les soutenir avec des prêts garantis par l'État, etc., si ce n'était pas juste les maintenir artificiellement en survie. Et du coup, comment on fait, nous, pour les accompagner si jamais il faut faire le constat que l'entreprise doit fermer parce qu'elle n'est plus viable à cause de son modèle économique? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour les accompagner dans cette fermeture et éventuellement les aider à rebondir, sachant qu'ils ne vont peut-être pas rebondir tout de suite parce que, comme l'a dit Thierry Croison, il y aura forcément une phase de deuil, une phase où ils vont être dans le déni, une phase où ils vont avoir du mal à accepter la situation. Donc, comment on peut arriver justement à les aider et je pense aussi à une situation qui peut être très grave, c'est le taux de suicide qui risque d'augmenter chez les entrepreneurs. Parce que ça, il faut quand même aussi en parler. Oui, si je peux intervenir, si je peux essayer de répondre au moins en partie à cette question. Oui, effectivement, la résilience, je dirais la capacité de résistance du management et du créateur, d'une façon plus précise, est essentielle dans le contexte qu'on connaît, hein, ça c'est sûr. Il est également très juste, je reprends ce qui vient d'être dit, il est très juste que les PGE, les prêts garantis par l'État, sont un dispositif extrêmement intéressant et même indispensable pour maintenir la tête hors de l'eau, je dirais, hein, pour maintenir l'économie. Mais c'est quand même une dette à un moment ou à un autre, même si on recule les échéances, ça reste quand même une dette. Et donc nous avons, nous qui travaillons toujours sur les capitaux propres, sur les fonds propres des entreprises, nous avons beaucoup insisté auprès du gouvernement et nous avons fait des propositions d'amendements sur la loi de finances rectificative permettant d'encourager les particuliers, les individus à investir en fonds propres dans les entreprises. Alors, on sait que la période ne s'y prête pas beaucoup, hein, parce que l'épargne a énormément augmenté, c'est une épargne de précaution, les gens ont peur de l'avenir, mais nous pensons aujourd'hui que l'État se doit d'inciter très fortement les particuliers à mettre une partie au moins de cette épargne, même une petite partie, dans l'économie réelle pour essayer de soutenir les fonds propres de boîtes. À partir du moment où les fonds propres sont restructurés et consolidés, l'entrepreneur se verra beaucoup plus encouragé à résister au contexte et à envisager l'avenir, beaucoup plus qu'avec des prêts dont il sait qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'il les rembourse. Voilà. Alors, je ne parlerai pas du problème du moral et des taux de suicide. C'est un sujet extrêmement grave, bien entendu. Mais je pense que déjà, avec une structure financière plus soutenue et le fait de se sentir soutenu par ces investisseurs est quelque chose d'extrêmement important pour l'entrepreneur. Merci Guy. Alain, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Alain Combe, réseau Entreprendre en Essonne. Alors j'ai le privilège moi d'opérer sur un territoire d'innovation. Hein, je fais référence notamment au territoire de Paris-Saclay. Et en réalité, je ne sais pas si ça peut prendre la forme d'une question, mais peut-être plus au fond d'une lettre ouverte ou d'un projet commun que nous pourrions porter.
et qui concerne très spécifiquement les PME du domaine de l'innovation. Et alors, je ne sais pas quelle observation vous avez eue les uns et les autres au regard de ces entreprises, mais qu'elles sont parfois, alors de par leur spécificité, hein, parfois elles n'ont pas encore généré de chiffre d'affaires, parfois elles conduisent ou elles finalisent des phases de R&D, et les diverses aides qui ont été proposées font qu'elles sont parfois passées en dessous des écrans radars. Et on a observé ça de manière assez récurrente à notre niveau. Alors, il y a eu les dispositifs de soutien financier. On a ici, chez Réseau Entreprendre, pris un certain nombre d'initiatives également vis-à-vis des entrepreneurs. Alors, ça a été dit hein, par Philippe de BPI, hein, mais nous sommes aussi bien sûr convaincus qu'au fond, dans la difficulté, ou pas d'ailleurs, l'entreprise, PME innovante ou non, se dirige là où ses dirigeants l'emmènent. Et donc, tout ça pour avoir et recueillir au fond votre avis, au-delà de l'accompagnement parfois un peu technique hein, qu'on dispense les uns et les autres, finalement, quelles initiatives particulières dédiées à l'entrepreneur, je parle de la personne ou des personnes entrepreneurs, ont été mises en œuvre, en sachant que voilà, nous en interne, on a réfléchi à des prêts qui étaient plutôt destinés à ces entrepreneurs en faisant le constat qu'au fond, leurs entreprises étaient viables, mais leur situation personnelle était parfois dégradée. Voilà, donc ce que je voulais partager, c'était ce constat, recueillir un peu votre vision des choses, et puis avec une intention, c'est de prendre soin de nos PME innovantes qui sont évidemment, on l'espère en tout cas, les pépites de demain. Qui veut réagir à cette question lettre ouverte? Ça vous laisse sans voix, manifestement. Tout a été dit. Le réseau qui finance des PME innovantes, là. Alors, j'ai été longtemps délégué innovation, donc je peux sinon répondre si vous voulez, mais je pense qu'effectivement, la crise va supprimer les opportunités à certains créateurs d'entreprises innovantes, parce que ce sont aussi des structures fragiles. D'autres vont se révéler, mais je pense que finalement, la situation actuelle par rapport à une start-up, ça l'amène dans un niveau d'incertitude un tout petit peu plus important, mais qui est de toute manière un quotidien de l'entreprise innovante. C'est-à-dire qu'à ce lancement, il y a un niveau d'incertitude plus important. C'est généralement comme ça qu'on caractérise aussi le côté innovant de l'entreprise, sur le fait de trouver son marché, etc. Donc il y a des décalages, ce genre de choses. Il y a eu un certain nombre d'initiatives hein, qui ont été portées, notamment par BPI France, pour permettre de donner des financements complémentaires aux entreprises innovantes et leur permettre de passer cette phase-là. Mais effectivement, comme dans d'autres secteurs d'activité, si on peut dire que l'innovation est un secteur d'activité, il va y avoir malheureusement des gens qui connaîtront un échec, pas parce que le projet n'est pas bon, mais parce qu'en fait le décalage qu'opère le confinement et le Covid va avoir un impact négatif sur leur projet ou le modèle économique qu'ils avaient présenté. Je vous propose de passer. Ouais, je souscris complètement au propos d'Alain. Ouais. Je vous propose de passer au deuxième plateau et donc de rejoindre la Normandie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Thierry. Bonjour. Très bien. Alors, ma question aujourd'hui est très simple. Au regard du contexte actuel et son caractère un peu anxiogène, et des difficultés, des perspectives qui sont aujourd'hui très illisibles, quel message vous passeriez à des personnes aujourd'hui qui veulent entreprendre aujourd'hui et qui veulent entreprendre demain? Qui se lance? Je pense qu'il faut, faut surtout pas les dissuader. Il faut surtout pas les dissuader. Il faut un peu, comme on le disait auparavant, mesurer leur capacité d'adaptation au nouveau contexte. À la fois la capacité d'adaptation de l'entreprise qu'ils comptent créer, est-ce qu'elle est capable de supporter des chocs de confinement,
Est-ce qu'elle est plus performante que d'autres entreprises confrontées au même choc? Donc ça, c'est un peu la vision classique de l'analyse de dossier, quelle que soit, je dirais, même l'activité, quel que soit le moment. Mais le point le plus important, c'est celui sur lequel on était il y a un instant avec l'Essonne, et celui que j'ai souligné tout à l'heure, c'est le dirigeant. Mais vous l'avez dit aussi tout à l'heure, les têtes de réseau, le dirigeant fait-il une création d'entreprise parce que il est dans une telle situation personnelle qu'il n'a pas d'autre solution, donc c'est un peu l'échappatoire à ses yeux, et à ce moment-là, il risque de se mettre en fragilité, ou est-ce qu'il a vraiment un très bon moral, une vraie envie entrepreneuriale, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de l'en dissuader. Laure, très rapidement. Pour aller dans le même sens que Philippe, puisqu'on parle beaucoup effectivement du poids du moral. Moi, je mettrais en avant dans les conseils la question de savoir s'entourer et de l'entourage de l'entrepreneur au sens large, hein, parce que pour garder le moral, c'est mieux de ne pas être tout seul. Pour arriver à relever tous les défis, c'est bien d'avoir aussi du monde autour de soi pour arriver à se renforcer là où chacun a des points faibles, hein, parce que l'entrepreneur couteau suisse, il est rare, donc c'est bien d'être entouré aussi pour savoir répondre aux différents challenges de la création d'entreprise. Donc moi je miserais sur la question de quel conseil, c'est savoir s'entourer, pas démarrer seul, entourage familial, entourage social, réseau d'accompagnement, bien sûr, dès qu'ils sont à portée. Merci Laure. Frédéric? Oui, alors ce sera plus une réflexion, mais qui rejoint les propos déjà évoqués par les différents interlocuteurs. Sur la phase d'accompagnement des nouveaux porteurs de projets, effectivement, on sera très très vigilant sur cette notion de bienveillance qui sont en capacité de créer dans de bonnes conditions, et avec le principe de bienveillance que nous avons du côté initiative, avec, bien entendu, cette capacité à accompagner le porteur dans la renonciation au projet lorsqu'elle est nécessaire pour son avenir. Après, c'est beaucoup plus délicat pour les entreprises que nous accompagnons qui ont moins de 3 ans, moins de 5 ans, pour lesquelles, on ne va pas se mentir, on va forcément avoir des conséquences négatives pour beaucoup d'entre elles. Et là, il va falloir être en capacité, et ça collectivement, je pense que maintenant, il va falloir aussi qu'on s'adapte, des porteurs qui vont dans des situations où l'arrêt de l'activité va devenir une option. Et à notre niveau, il va falloir aussi les soutenir dans le fait que, on le fait déjà sur l'innovation, dans d'autres secteurs, on va découvrir la notion de droit à l'échec. C'est-à-dire que des éléments extérieurs à l'entreprise vont contraindre à l'arrêt. Et nous avons aussi un rôle à jouer pour permettre à ces personnes de rebondir, peut-être pas directement dans l'entrepreneuriat, mais peut-être à ce que nous, à notre niveau, on fasse un point sur leur employabilité, pour être en capacité aussi qu'il y ait une sortie positive. Je vais l'appeler comme ça, parce que sinon, on va avoir d'autres conséquences. On évoque le moral. Un chef d'entreprise aujourd'hui, il a beaucoup d'inquiétudes, mais il doit aller de l'avant. Et effectivement, pour certains, il faut qu'on ait cette capacité aussi à avoir un discours de réalisme. Notre président national insiste beaucoup sur le fait que nous allons avoir des victimes de la crise, et avec une récession de près de 10 points, on doit s'attendre, on doit se préparer, tout comme les têtes de réseau, les directions et les conseillers, à être en capacité d'écouter ces personnes-là et d'amener des réponses, ou tout du moins des pistes de réflexion. Voilà. C'était là-dessus que je voulais éventuellement vous solliciter pour avoir aussi vos différents avis sur ce sujet. Je veux bien réagir sur cet aspect qui, moi, m'évoque tout de suite la question de la transférabilité des compétences. On a mal travaillé ce sujet avec Pôle emploi, on continue à le travailler. Dans quelle mesure les compétences acquises par l'entrepreneur dans le cadre du parcours entrepreneurial, entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis récemment ou depuis plus longtemps, dans quelle mesure ces compétences acquises sont transférables dans une mobilité professionnelle X ou Y. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à ce que cette transférabilité des compétences soit travaillée et valorisée. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs pendant cette période récente, mais même avant, alors peut-être plus frontalement dans cette période récente, entrepreneurs qui doivent envisager, effectivement, comme vous le disiez très justement à l'instant, notre parcours professionnel que celui de l'entreprise, de leur entreprise, qui doivent renoncer. Mais renoncer, ça se fait mieux aussi quand on entreprend autre chose. Et entreprendre autre chose, c'est aussi s'interroger ou en tout cas être aidé sur la manière dont les compétences acquises dans le parcours entrepreneurial peuvent prendre du sens
dans un autre parcours professionnel. Voilà, donc je pense aussi qu'on a aussi à travailler ces questions de transférabilité de compétences et d'évaluation des compétences. On fait beaucoup ce travail à BGE, mais pour favoriser aussi ces passages vers un autre avenir professionnel que celui de l'entrepreneuriat. Merci Valérie. Ça va être la fin de cet atelier. Merci à tous pour vos interventions. Moi, je retiens finalement que déjà les perspectives de création restent bonnes, malgré un contexte qui amène beaucoup d'incertitudes. Que du coup, finalement, on a un retour aux fondamentaux, comme certains ont dit, et finalement, il faut accompagner encore plus les entrepreneurs, leur donner les bons outils et les bons moyens pour pouvoir justement être plus versatile, en capacité de s'adapter, de pivoter. C'est un mot aussi qui a été utilisé, de rester pragmatique. De réfléchir à voir comment encore plus d'accompagner de manière renforcée notamment les gens qui sont déjà créés et effectivement aussi se préparer, même si on l'a pas encore vraiment vu, à un accompagnement de ceux qui vont forcément connaître une fin négative dans leur aventure entrepreneuriale et voir comment ils peuvent rebondir si c'est par de l'entrepreneuriat à nouveau ou du salariat, et effectivement valoriser les compétences qu'ils ont pu développer. Donc merci à tous, bonne continuation dans le Cap Créa, et à très bientôt.